Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. On dit souvent que la valeur d'une société se mesure à sa capacité d'intégrer ses éléments les plus faibles ou les plus marginaux. Évidemment, il ne s'agit pas ici de critères économiques ni de réussite matérielle, mais de solidarité et même d'organicité d'un tout social. Mathieu Bocoté nous parle à cet égard d'un itinérant nommé Michael qui est mort il y a peu et qu'il croisait fréquemment. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un texte que vous avez écrit dans votre blog du Journal de Montréal qui détonne par rapport à tout ce que vous racontez en général. Vous parlez d'un itinérant. Vous l'avez connu. Qui détonne probablement parce que ne serait-ce que par l'objet. Mais je donne les grands éléments. Il y avait dans mon quartier un personnage qui était là depuis, à ce qu'on m'a dit, 25 ans peut-être, qui était le clochard le plus connu de l'avenue du Parc et qui, il y avait toute une série. On l'appelait William pour certains, d'autres l'appelaient Michael. J'ai appris il avait un autre nom, lequel est le vrai, on ne savait pas exactement. Quoi qu'il en soit, c'était un personnage du quartier tout à fait singulier qui en était venu à participer au quotidien de la plupart des gens qui y habitent. Donc, il campait toujours devant l'épicerie PA, il jouait du piano, il jouait de l'harmonica, il faisait des dessins, il parlait une langue qu'on ne comprenait pas véritablement, mais, et ça c'est une chose importante, lorsqu'il se mettait à quêter, alors là, lorsqu'il disait merci, en fait, il disait en anglais, il disait thank you, un espèce de thank you très sonore, comme si ça rappelait sa voix d'avant la chute dans la folie. Donc un homme tout à fait singulier de ce point de vue, qui était manifestement, qui ne vivait plus dans notre monde, mais qui avait conservé par quelques rites, comme la musique, comme la politesse, un rapport avec la société dans laquelle il vivait. Il est mort il y a quelques jours, à l'âge de 82 ans, on a appris, et j'ai noté que devant l'endroit où il avait élu domicile, finalement, devant l'épicerie, il y a eu plusieurs signes de solidarité à son endroit, à sa mémoire, d'une certaine manière. Mathieu, est-ce que vous le connaissiez en personne? Vous lui parliez de temps en temps dans la rue ou pas? Lui parler, ce serait beaucoup dire, c'est-à-dire que j'avais avec lui l'échange habituel, c'est-à-dire je lui donnais quelques dollars et il me disait thank you. C'est-à-dire je n'avais pas d'échange personnel avec lui, ne serait-ce que parce que c'était assez difficile de comprendre ce qu'il disait, mais j'avais souvent eu l'occasion de l'observer parce que, par exemple, il y a un café où il allait souvent et j'avais noté quelque chose qui me marquait profondément. Lui qui n'avait manifestement pas un sou dans l'existence, eh bien, au café, il donnait du pourboire. Il donnait du pourboire, alors que la plupart des gens qui ont souvent de bons moyens ne prennent pas la peine de donner du pourboire. Lui, malgré sa déchéance sociale, continuait d'honorer cette forme élémentaire de courtoisie ou de civilité. Et autre chose, lui qui là, il n'y a pas de romantisme de l'itinérance dans ce que je dis. Il avait une odeur terrible, c'était assez particulier quand même. Eh bien, quand des gens s'en prenaient à lui, parce qu'il y a des imbéciles partout qui décident de s'en prendre à plus faible qu'eux pour se donner l'impression qu'ils sont forts, eh bien, il y avait toujours des gens du quartier qui se portaient à sa défense, comme si il incarnait de plusieurs manières il incarnait le principe de solidarité. C'est-à-dire, si on n'est pas capable d'être minimalement solidaire avec un homme comme celui-là, avec qui serons-nous solidaires finalement? Vous donnez l'impression, l'image de quelqu'un qui était entier, son thank you sonore était sans calcul. Vous donnez l'impression de quelqu'un, je dirais pas libre, mais enfin d'entier vrai. Oui, ça c'est une très bonne manière, c'est-à-dire on sentait qu'on était, évidemment, du monde où il se trouvait, de la situation dans laquelle il se trouvait, personne n'avait accès à son intimité. Je devine, sinon on lui prêtait un frère, probablement il l'avait apparemment, c'était pas une légende. Je doute que des gens étaient très proches de lui, ce n'était pas mon cas. Comme je dis, je l'observais de l'extérieur comme quelqu'un qui dans le quartier avait découvert ce personnage, mais justement le mot personnage est important, c'est-à-dire il y a la question de l'itinérance, c'est une question sociale majeure, mais c'est pas aussi fréquent que ça, à tout le moins pas aussi fréquent qu'on le souhaiterait, que l'un d'entre eux ressort véritablement, il nous impose sa présence, il nous oblige à le voir autrement que seulement comme un itinérant. Oui. Et il avait cette espèce ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas être solidaire envers ceux qu'on croise, d'aucune manière, mais j'ai dit qu'on était devant quelqu'un qui, malgré sa déchéance sociale et physique, continuait d'incarner une personnalité pleine, et c'est probablement pour ça qu'il fascinait autant ceux qui habitaient le même endroit que lui. Et d'ailleurs, dans votre texte, Mathieu, vous dites il restait chez lui quelque chose d'avant la chute. Encore une fois, vous frisez le religieux. Oui, non, le terme, je me suis bien dit qu'il vous ferait plaisir, mais il y a quand même cette idée, dans ce cas, c'est pas la chute dans le monde, c'est pas la chute avec le péché, c'est la chute tout simplement dans un autre monde que le nôtre, auquel nous n'avons pas véritablement accès, et qu'il habitait néanmoins. Et pourtant, de ce monde, ce qui me fascinait, c'est qu'il conservait, d'une manière ou de l'autre, par les premières empreintes laissées par la société sur lui, il conservait
un rapport avec des gens qui habitent ce qu'on appellerait la société normale. Alors, c'est assez fascinant de voir comment, même si ces liens, quelquefois, nous échappent, s'ils deviennent secrets, comment même ceux qui sont classés comme fous conserve d'une manière ou de l'autre un rapport avec le monde commun. Ça tranche un peu avec les propos que vous tenez en général, qui sont, vous dites vous-même, plus de tendance bourgeoise, classe moyenne. On n'entendrait pas un bourgeois de la classe moyenne s'exprimer ainsi au sujet d'un itinérant. Ce que vous dites, je le redis encore, tranche avec vos propos habituels. Je n'ai pas, bien franchement, je n'ai pas l'impression de trancher, c'est-à-dire il faut distinguer les choses. Je crois qu'un ordre social doit se constituer autour d'une certaine idée de la norme, oui. Un ordre social doit se constituer autour inévitablement d'un certain pouvoir, il doit y avoir une classe moyenne, il faut avoir des impératifs de la réalité économique, tout ça. Une fois que c'est dit, chaque individu, laissé en lui-même, en sa conscience, lorsqu'il rencontre un itinérant ou un marginal, un exclu ou ce personnage, Michael, rencontre une part de l'humanité que la société n'est pas parvenue à intégrer. Eh bien, est-ce que c'est une raison de l'abandonner? Non. Ça nous ramène chacun d'entre nous, non pas un devoir de solidarité étatique, bien que la solidarité étatique soit importante, mais un devoir de solidarité individuelle, simplement. C'est-à-dire, je crois à cet homme qui, manifestement, a besoin d'aide. Est-ce que je me permets de détourner le regard ou est-ce que je me dis que, à ma manière, selon mes moyens, je vais contribuer à lui donner ce coup de main, lui donner un peu d'aide, finalement. C'est pas grand-chose, finalement. Je dirais que ce sont des considérations éthiques et morales qui devraient préexister à tout ordre social. Dites-moi une chose, est-ce que on peut faire un retour au passé des sociétés dites traditionnelles et faire un rapport entre ce Michael ou beaucoup d'itinérants et le fou du village, l'idiot du village, le bénesse? Je crois que c'est la part malheureuse du monde moderne. C'est-à-dire, dans les sociétés traditionnelles, à travers la catégorie du fou du village, ou plus largement de la folie, souvent la folie, on lui a préservé une fonction symbolique dans l'ordre social. On lui a préservé la fonction, par exemple, ça va être le fou et celui qui parle aux dieux. Ou il y a, par exemple, la présence vous savez, le banc du mendiant ou le banc du quêteur dans plusieurs villages québécois. Donc pour les nomades, pour les vagabonds, pour qu'ils puissent s'installer là, il y a toujours une place à table qui est disponible si jamais quelqu'un vient sonner parce qu'il a besoin d'aide. Donc il y a, dans toute société, une manière de faire une place à ceux qui sont des exclus de l'ordre social régulier. Et le fait est que la société moderne, quelquefois, n'est pas parvenu à conserver ce statut symbolique particulier réservé à ceux qui sont de l'autre côté de la société, mais qui participent quand même, ne serait-ce que par le lien commun d'humanité qu'on a avec eux. Ils y participent. Mathieu, est-ce qu'on pourrait aller plus loin et dire que la société respire, en fait, par ces marginaux? Je pousserai pas. C'est à ce moment que je reprendrai ma tenue bourgeoise. Petite bourgeoise. Voilà, ça c'est le naturel. Bien sûr. Je pense pas que la société respire par... D'abord et en tout, il faudrait définir les marginaux, premièrement. Et la respiration aussi, ensuite. Ici ne peut pas se définir exclusivement par ceux qui la vivent sous le forme de la folie. Donc, il doit y avoir plusieurs types il doit y avoir une conception assez large de la marginalité. Si vous me proposez une conception de la marginalité qui soit à la fois économique, culturelle, sociale, identitaire, psychique, rationnelle, alors je serais porté à vous donner en partie raison. Mais si vous me demandez si simplement par les exclus et les malheureux la société respire, je n'irai pas jusque-là. Ce qui ne veut pas dire justement j'y reviens, que chacun d'entre nous n'a pas un devoir élémentaire pré-politique à leur endroit. Je reformule la question autrement, Mathieu Bock-Côté. Est-ce que les marginaux, je ne vais pas rentrer dans les définitions pour l'instant, ne sont pas le symptôme d'une société qui justement ne respire pas ou respire peu? Est-ce qu'ils ne sont pas les symptômes d'un malaise social? Ah oui, bien sûr. En ce sens-là, je comprends tout à fait. J'avais mal compris votre question. Alors oui, de ce point de vue, sans aucun doute, il révèle quelque chose chaque fois d'un dysfonctionnement social d'une manière ou de l'autre. Et je dirais que selon les époques, la figure du marginal change. C'est ce qu'on ne doit jamais oublier. La figure du marginal changeant, ça nous en dit sur les frontières du social, ça nous en dit sur les frontières culturelles de notre société, sur la définition de la rationalité, la définition du sens, la définition de la réussite que nous portons. Mais j'ai tendance à croire, et c'est ici que je demeure fondamentalement pessimiste, la bête humaine étant ainsi faite, aucune société ne parvient à être définitivement inclusive, pour reprendre le vocabulaire contemporain. Aucune société ne parvient à intégrer tous ceux qui pourraient en être membres, soit parce
qu'elle a besoin de tracer des frontières et certains sont à l'extérieur, soit parce que certains, tout simplement, ont décidé de se mettre en retrait ou ne sont pas parvenus à se raccrocher à la société. À partir de là, il y a une question éthique fondamentale. Que fait-on avec ces gens qui sont à l'extérieur du monde social balisé? Et manifestement, c'est une question à laquelle nous cherchons à répondre quelquefois avec des politiques sociales, mais qui devrait nous ramener à des questions culturelles plus fondamentales. Vous semblez dire que certains itinérants choisissent de l'être. Il y a une liberté dans certains itinérants ou pas? En fait, je le reformulerai. Je crois que peu de gens choisissent... Très peu de gens, peut-être même personne, bien franchement, ne choisit cette vie dans la rue, ce qui est absolument, qui est une vie impensable, à tout le moins du point de vue de l'immense majorité. Mais si on élargit, comme je le disais tantôt, la conception de la marginalité, des gens qui n'ont jamais voulu entrer, là j'élargis, donc je ne parle plus simplement du personnage Michael, mais des gens qui décident de ne pas vivre selon les codes sociaux, selon les normes sociales, des gens qui décident de vivre à l'extérieur des forme attendue de la réussite sociale, quel rapport doit-on entretenir avec des gens qui ont fait, dans leur cas, le choix d'une liberté qui n'est pas celle de l'immense majorité. Pour ce qui est de ceux qui ont chuté, tout simplement, et l'idée de chute ici, il y a une part involontaire, c'est-à-dire on a basculé sans le vouloir à l'extérieur de la société, eh bien ça nous ramène justement je reviens à ce terme qui est très fort, je crois, devoir de solidarité, non pas au sens politique, parce que la solidarité politique, évidemment, l'État a ses responsabilités, il y a des politiques sociales, mais qu'est-ce qu'on fait lorsque chacun d'entre nous, on croise quelqu'un qui incarne par sa seule présence cette part d'humanité qui est souffrante. Mais vous pensez pas, Mathieu? On décide simplement de passer, on se dit, l'État va s'en occuper, les travailleurs sociaux vont s'en occuper, ou est-ce que chacun d'entre nous, finalement, n'a pas une responsabilité envers lui, et quel statut lui réservons-nous? Puis justement... mot seulement, je lisais sur un autre itinérant qui est mort récemment, sa sœur, je crois, ou son frère en a parlé sur les fameux médias sociaux, en disant, depuis 25 ans, mon frère jouait dans le métro de la musique. Évidemment, il était toxicomane, il était schizophrène, mais grâce à vous, il était d'abord et avant tout musicien de son point de vue. Autrement dit, il avait trouvé, malgré sa déchéance sociale, l'occasion d'incarner un rôle qui lui permettait d'exister socialement. Mathieu, je veux revenir sur une remarque que vous avez faite concernant l'État et le citoyen. C'est vrai que le citoyen, très souvent, se défausse de je dirais presque de son devoir de charité. Vous dites solidarité, je dirais charité, mais on s'entend là-dessus. Et se défausse de son devoir humain sur l'État. Il y a des institutions pour toi, il y a des ressources pour toi, va là-bas, etc., au lieu de prendre sa part lui-même de la relation. Vous pensez pas? Oui, absolument. Je crois que c'est la pathologie propre à la social-démocratie que cette déresponsabilisation de la solidarité. C'est-à-dire, la social-démocratie, qui n'est pas sans vertu, a quand même comme principal défaut de dire désormais la solidarité sera une question étatique et elle nous délivre du devoir de charité. Exactement. Autrement dit, chacun va s'occuper de sa petite vie parce que l'État va s'occuper du collectif. Eh bien, ça, c'est une erreur, parce qu'en dernière instance, l'idée de communauté doit d'abord être ressentie par chacun d'entre nous, avant même d'être portée par les institutions. Sans ça, c'est une société qui se dessèche, avec des individus qui s'occupent simplement de leur nombril, et un État qui prétend finalement s'occuper de la justice sociale, et entre les deux, les devoirs de solidarité, de mutualité, de coopération, de charité entre les individus, on dit c'est plus nécessaire parce que l'institution s'en occupe. Et de ce point de vue, on voit toute l'importance ici d'une conception riche de la responsabilité individuelle qui, par définition, a une dimension communautaire. Il me semble qu'on devrait changer de paradigme, si vous me permettez ce mot un petit peu savant. On a tendance à penser depuis notamment le XVIIIe siècle, les Anglais, notamment et Rousseau, que la société est fondée sur un contrat entre individus ou entre groupes d'individus. Mm-hmm. Est-ce qu'on ne devrait pas revenir, excusez-moi Mathieu, mais est-ce qu'on ne devrait pas revenir à une vision plus traditionnelle, médiévale, d'une société comme écosystème, où même la plus petite plante, le plus petit ver de terre a une fonction essentielle à jouer dans l'équilibre du tout? Mais je crois que la vision que vous appelez médiévale, en fait, elle est au cœur aussi, paradoxalement, de la sociologie moderne. Ah bon? C'est-à-dire, la sociologie, elle naît sur quoi? Fin 19e, à bien des égards, début 20e. Elle naît sur un constat des limites du contrat social. Le contrat social nous disait, il n'y a d'ordre social que naissant d'individus mutuellement consentants, construisant une société selon les schèmes du droit et du politique. Et ce que nous dit la sociologie, c'est un instant. Il y a des fonctions sociales. Il y a une épaisseur du social qui est invisible pour le droit. Il y a mille et un liens invisibles pour le droit et le politique qui nouent pourtant les hommes entre eux. Et de ce point de vue,
le marginal, celui qui est périphérique, celui qui n'est pas au cœur du système, mais qui en est assez éloigné, ils ont pourtant un rôle dans la société. Ils ont un rôle, ils ont une fonction. Évidemment, c'est dur à comprendre selon les paradigmes, les paramètres, pardonnez-moi, de l'égalité radicale. Voilà, oui. Mais si on sort de cet égalitarisme radical, on constate que même le plus périphérique des citoyens ou des individus conserve une fonction sociale. Et d'un coup, ça le réinscrit dans le social, même s'il est à la périphérie, alors que l'égalitarisme démocratique, quelquefois, sous prétexte d'inclure tout le monde, il oublie de penser la spécificité de quelques-uns qui ont besoin d'un rapport particulier à la société pour s'y insérer. Ce que vous dites là, Mathieu, me semble fondamental, comme c'est peut-être une des critiques fondamentales de l'égalitarisme dont tellement de gens se gargarisent, non? Oui, je crois qu'on touche ici, c'est pour ça que je référais à la sociologie, mais je pourrais référer aussi paradoxalement autant à une pensée socialiste non marxiste ou à une pensée conservatrice, ou même un libéralisme éclairé, par exemple, à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Qu'est-ce qu'il y a dans les différentes pensées que j'évoque ici, puis il y en aurait d'autres, c'est l'idée d'un ordre social qui a l'idée de fonction. C'est-à-dire, il y a dans une société un centre, il y a des marges, il y a des élites, il y a un peuple. Il y a des privilégiés, il y a des gens qui le sont moins, mais néanmoins, tous ces gens-là sont liés par une commune appartenance à un ordre social qui n'est pas homogène, qui n'est pas un espèce de bloc monolithique. Donc, il y a un espace de liberté, il y a des fonctions, ça, mais chacun doit trouver le moyen de trouver sa place. Et c'est le drame aujourd'hui, je crois, dans notre société, que puisqu'on a un seul modèle de réussite disponible, eh bien, pour des gens qui ont des parcours différents, il est difficile de trouver sa place. Soit vous suivez le modèle dominant, soit vous êtes un raté. Eh bien, cette vision de la société, elle est déshumanisante terriblement. Mathieu Bocoté, c'est extraordinaire. À partir de la mort de quelqu'un que vous connaissiez, un itinérant Michael, on a fait une chronique plutôt convaincante. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. À la prochaine. Au plaisir.